Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Aujourd'hui, on va essayer de parler du MLC, de l'Union sacrée, des visées du mouvement de libération du Congo et de l'apport de Jean-Pierre Bemba au sein de ce gouvernement, parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre à la nomination de Jean-Pierre. Les espoirs étaient tellement élevés, mais est-ce qu'aujourd'hui, la déception est à la hauteur les résultats sont à la hauteur des attentes? On parle de tout cela avec quelqu'un qu'on n'a plus revu depuis un bon bout de temps, normal, parce qu'il est au four et au moulin dans différents ministères. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Yves Kitumba. Bonjour. Bonjour madame. La dernière fois que je vous ai reçu, et comme je l'ai dit, vous étiez secrétaire national en charge de finances, budget et plan au niveau du mouvement de libération du Congo. Exactement ça. Vous l'êtes encore? Toujours. Depuis, vous n'avez cessé de gravir les échelons parce que vous avez été directeur de cabinet à la vice-primature de l'environnement. Oui, c'est le fruit du travail. Oui. Et puis là, vous êtes directeur de cabinet au ministère d'État en charge de l'environnement. En tout cas, aussi bien à la vice-primature qu'au ministère d'État, c'est avec F. Bazaïba que vous travaillez. Exactement. J'ai bénéficié de la confiance de son Excellence Madame le vice-premier ministre à l'époque. Et lorsqu'elle a été reconduite au gouvernement, elle a renouvelé cette confiance que je cesse de porter ma gratitude. Aujourd'hui, nous assumons les fonctions d'État, comme vous venez de le dire, directeur de cabinet au ministère de l'Environnement. Nous travaillons pour la République. Vous travaillez pour la République, si jeune, déjà directeur de cabinet, même pas directeur de cabinet adjoint. On me dit, mais c'est un peu trop. Écoutez, depuis 1960, ce pays a été toujours dirigé par des jeunes. Les Lumumba, les Kasavubu, à cette époque, ils étaient des jeunes. Même si vous allez à l'époque, avant qu'il y ait les premières élections dans ce pays, l'ancien président de la République, que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit tous les autres qui accompagnaient le processus de pacification de ce pays, les réunifications à l'époque, 1+4, c'était tous des jeunes. Et aujourd'hui, nous portons comme modèle de cette jeunesse qui a une référence sur le travail. Parce que nul ne peut accéder à des hautes fonctions si vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez jamais bénéficier de la confiance de votre hiérarchie si vous n'avez pas de preuve de compétence. Et vous savez, en ce qui concerne notre parti, que ce soit notre président national, que ce soit Madame le ministre d'État, c'est plus la compétence qui compte. Je pense que, modestement, je peux dire que nous remplissons quelques critères qui a fait que nous bénéficions de cette confiance. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, que les jeunes ont de plus en plus leur place et qui sont... C'est ce que je constate, parce que même au niveau du gouvernement, au niveau des institutions de la République... A commencé par le Premier ministre, hein? Oui, même au niveau des institutions... Il a été nommé alors qu'il n'avait que 43 ans. Exactement. Il fallait oser. Vous voyez, il y a la place pour la jeunesse, la femme. Je crois que le président de la République reste vraiment déterminé à donner de la valeur d'abord à la femme et à la jeunesse pour l'espoir de notre pays. Au niveau du ministère de l'Environnement, vous êtes arrivé, je ne sais pas si c'est à vous qu'on doit donner ce concept de pays solution, je ne sais pas si c'est à vous ou c'est à tout le gouvernement. C'est-à-dire au ministère de l'Environnement, ouais. C'est à vous qu'on doit ça, RDC pays solution. C'est à la République, au contraire. Hein. C'est une vérité, parce que lorsque nous sommes arrivés au ministère de l'Environnement avec Madame F. Bazaïba, il y avait toute une série de réformes que nous avons implémentées. Et parmi ces réformes, il était important de souligner que le Congo était leader au niveau du bassin du Congo avec toutes ses potentialités et sa puissance environnementale, notamment avec les 60% de couverts forestiers, les 50% d'eau douce au niveau mondial, 10% au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, c'est 50%. D'eau douce, c'est 10% au niveau mondial. On avait toutes les potentialités avec la biodiversité et la forêt et les tourbières. Nous avions la solution sur la crise climatique. Et comme nous possédons 60% de ce couvert forestier au niveau du bassin du Congo, nous nous sommes dit, c'est une vérité, nous sommes des leaders et nous possédons la solution aujourd'hui. Et demain, avec la transition énergétique ou la transition écologique, nous sommes également une solution parce que nous avons tous les minéraux stratégiques qui vont avec la transition énergétique, notamment le cobalt, le lithium, pour la fabrication des batteries électriques. Ce qui est essentiel à dire
que le Congo est un pays solution aujourd'hui et demain. Sauf le travail que nous faisons, c'est qu'au niveau international, aujourd'hui c'est reconnu. Nous avons fait le plaidoyer pour remettre le pays dans sa place de leadership environnemental. Ça tâtonne encore, ça boitille encore. Aujourd'hui, je peux affirmer, sans conviction, sans peur d'être contredit, que c'est reconnu mondialement que le Congo est un pays solution. C'est reconnu peut-être par la parole, mais dans les faits, il y a tout un processus. On ne voit pas quand on voit le Rwanda, le Congo-Brazza, le Gabon ou Damélétion, en termes d'argent, il y a tout un processus. Okay. D'abord, le pays était absent dans des différentes conférences, dans des différents forats internationaux pour dire que nous sommes un pays solution. Aujourd'hui, ils ont reconnu. La deuxième phase, c'est de prendre cette liberté en tant que puissance environnementale. Et c'est un travail que nous faisons, porté par le président de la République et les gouvernements dans son ensemble. Nous sommes bien sûr au niveau sectoriel, nous poussons et le leadership du président de la République, je pense que nous sommes dans le bon. Viendra un temps où on parlera, peut-être encore avec vous, sinon avec Madame le ministre d'État en charge de l'environnement, des acquis, des retombées, de ce qui a été fait dans ces secteurs, combien important, mais en tout cas ce qui est sûr, il nous a prouvé que le secteur en valait la peine et que l'environnement... Oui, on peut dire aujourd'hui que c'est un secteur de souveraineté. Et aujourd'hui, si partout dans le monde, ils ont besoin du Congo, ils ont besoin de ce couvert forestier pour lutter contre cette crise climatique, ça voudrait dire que nous avons une solution. On parlera de tout ça dans une émission beaucoup plus élaborée où il n'y aura que l'environnement, on ne parlera que des questions environnementales, des biodiversités. On essaiera de se pencher et dire si réellement Tshisekedi peut trouver son bilan, puiser son bilan dans les secteurs environnementaux. Puisqu'on parle de Tshisekedi, forcément, on parle des élections. Tout à fait. Vous êtes candidat député national au niveau de la circonscription de... Je suis candidat député national au niveau de la circonscription de la Lukunga. Je suis également candidat député provincial dans la commune de Mongafula. Pour le compte du MLC? Pour le compte du Mouvement de libération du Congo. Parmi les thématiques de cette émission, on a voulu savoir qu'est-ce que le MLC en tant que parti politique vise. On peut déjà écarter la présidentielle. Écoutez, l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. Et nous ne sommes pas dérogés de cet objectif en tant que parti politique. Et pour nous, c'est de gagner les élections parce que nous avons choisi le mode d'accès au pouvoir dans la Constitution, c'est par l'organisation des élections. Et quand vous lisez la Constitution, vous allez voir que le pouvoir est assis essentiellement au Parlement. Pour nous, notre combat actuel, c'est de remettre le parti à sa place, c'est gagner les élections législatives au plus grand nombre, que ce soit au niveau provincial et au niveau municipal, de telle sorte que nous ayons un point de vue à émettre et à imposer dans la gouvernance de notre pays. Et c'est ce qui explique ce grand nombre. Vous êtes parmi le parti, même pas un regroupement, hein. C'est le parti qui a un plus grand nombre oui, le MLC est un parti politique, est un grand parti politique. Vous avez fait déjà l'eau. Le MLC est un grand parti politique. C'est un parti politique implanté dans l'ensemble du pays, même au niveau extérieur. C'est un parti de référence. Et aujourd'hui, le combat que nous menons pour le développement de notre pays, ça s'éprouve avec l'adhésion populaire. Au-delà d'être une école de compétences, c'est un parti des masses également, avec beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, beaucoup de peuple, et le peuple adhère à notre vision. Raison pour laquelle nous travaillons essentiellement pour atteindre l'objectif de diriger un jour ce pays. Il y a beaucoup de militants, il y a une adhésion populaire, mais ça n'a rien à voir avec CKT. Le MLC en 2006, en 2011... Mais écoutez, c'est... Vous avez un grand retard à rattraper. Il faut qu'on contextualise les choses. Hein. Le MLC de 2006 n'est pas le MLC de 2011 ni de 2018, mais encore de 2023. Vous savez que nous avons passé... Vous avez perdu des plumes, perdu des cadres, perdu... Je vais vous expliquer. L'aura, en fait. Je vais vous expliquer. L'adhésion populaire, c'est ce qui est essentiel pour un parti politique. Vous imaginez un parti politique qui a survécu pendant plus de 10 ans avec l'absence de son président national incarcéré dans des conditions que vous savez, et que ce parti existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu dans ce pays. Un parti où les leaders politiques, le leader numéro, le porteur de vision,
de la vision est absent, mais ce parti existait. Ça veut dire que nous, l'essentiel est que nous avons l'adhésion populaire et nous continuons le combat. En ce qui concerne l'adhésion populaire, excusez-moi, laissez-moi M. Kitumba, plus on avance, plus vous perdez, c'est-à-dire au regard des résultats de législatives. Laissez-moi terminer. En ce qui concerne les cadres, retenez une fois aujourd'hui que les personnes sont interchangeables. Nul n'est indispensable. Il y a des jeunes plus compétents. À part le président. Non, non, attendez. Il y a les jeunes, les nouveaux leaders qui naissent tous les jours. Il y a des compétences tous les jours. En ce qui concerne la popularité, il n'y a rien à prouver. Vous avez des éléments, des images. Vous voyez comment on va suivre les images, on va voir les images, mais revenons. Vous avez dit, oui, vous avez l'adhésion populaire, mais les faits vous contredisent. C'est-à-dire, en 2011, vous avez eu moins de députés qu'en 2006. Pareil, 2018, vous avez encore oui, Donc, c'est ça, l'adhésion, je vais vous donner des éclaircissements en ce qui concerne le processus électoral, notamment celui de 2011 et de 2018. Les 2018, nous n'en parlerons pas parce que vous étiez témoin de ce qui s'est passé. Ça, on n'en parle pas. 2011, vous savez le contexte. En tout cas, je ne compte pas sur vous pour parler de la vérité des urnes. Vous n'en parlerez plus. En 2011, vous savez le contexte politique avec un pouvoir impopulaire, mais qui a voulu imposer son point de vue parce qu'ils avaient les leviers de pouvoir. Nous avons subi tout ce que l'opposition pouvait subir à cette époque. Nous étions dans l'opposition. Et vous savez comment nous avons été traités en tant qu'opposants. Vous savez comment nos députés ont été supprimés sous des listes. Les députés qui ont gagné les élections n'ont pas été proclamés. Bref, moi, je considère que c'est une expérience démocratique. Aujourd'hui, nous pensons que les choses iront comme le dit la Constitution en 2023. Espérons que la CENI fera correctement son travail. Et que la force populaire va se démontrer, va se refléter avec les résultats des urnes. Et je pense aussi que des leaders politiques ou de personnes qui détiennent l'adhésion populaire, ça va se prouver par les urnes. Est-ce que le MLC a toujours cette ambition de postuler au niveau de la présidentielle? Bon, écoutez, vous parlez en tant que parti politique en termes d'ambition ou bien pour ce processus de 2023? 2023, 2028, 2032, 2000... Non, j'ai donné la réponse qu'un parti politique a toujours l'objectif de diriger le pays. Pour ce processus de 2023, le bureau politique va se réunir le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je crois. Le mercredi, le bureau politique va se prononcer et vous aurez la réponse de ce que vous voulez entendre. En même temps, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, on sait déjà que Jean-Pierre Bemba ne va pas participer. Attendez la réponse du bureau politique. Du moment où vous avez signé l'acte d'adhésion de l'Union Sacrée, ça ne fait plus aucun doute. Vous allez soutenir. Attendez les résolutions du bureau politique. Il ne faut pas faire languir, il ne faut pas avoir cette langue de bois. Non, mais écoutez, je ne suis pas la bouche autorisée de parler au nom du bureau politique. Même si vous ne l'êtes pas, tout le monde sait qu'aujourd'hui, que Jean-Pierre Bemba ne va pas postuler. On n'est pas prophétesse ou prophète, mais ce qui est sûr, le MLC va soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Sinon, il faut quitter le gouvernement. Non, je ne pense pas que les choses se contextualisent de la manière. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il faut reconstruire le pays. J'ai toujours l'habitude de dire, est-ce qu'il est essentiel que les politiciens restent dans leur guerre politique au lieu de se mettre ensemble pour construire le pays? Qu'est-ce qui est bon? De continuer avec nos polémiques stériles que je vois à longueur de journée sur les réseaux sociaux ou se mettre ensemble pour construire le pays parce que le pays est en retard? Est-ce que nous tous, nous devons devenir les présidents de la République, devenir des présidents de la République au même moment? Ce n'est pas une obsession. Je le pense aussi. Je pense que servir les pays comme vous le faites, comme nous le faites, comme tous les autres le font, c'est aussi donner ce qui est le meilleur de vous-même pour que le pays avance. En 2023, et nous pouvons consolider, mettre ensemble, mutualiser nos efforts pour construire ce pays. En 2023, donc on peut retenir que le MLC a revu ses ambitions à la baisse. Attendez la réponse du bureau politique. La réponse, on la connaît. Ça sera le mercredi. On connaît déjà la réponse, comme on l'a dit, comme on a essayé d'expliquer tout au début de cette émission. Et vous-même, vous l'avez dit, le MLC de 2006 et Jean-Pierre Bemba de 2006 n'a rien à voir avec le Jean-Pierre Bemba de 2023. Oui. Oui. Il s'est assagé. Non. Il revoit ses ambitions à la baisse. Les choses évoluent, en fait. Avec le temps, les choses évoluent. Le contexte change. Le contexte
avec lequel Jean-Pierre Bemba a décidé de faire la politique, ce n'est pas le même contexte aujourd'hui. Il a décidé de combattre, il a décidé de se lever dans un contexte donné. Après, il y a eu mutation en termes de partis politiques, en termes de politique active. Cette politique nous a conduit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Attachés à la Constitution, nous avons dit, nous faisons la politique maintenant, cette politique pacifique, cette politique pour le développement de notre pays. Et quand vous lisez notre programme d'action gouvernementale, notre plan de gestion, vous allez comprendre que notre parti a une vision pour ce pays, notamment son développement. Sur le développement, est-ce qu'aujourd'hui, Yves Kitumba, j'ai été vu être en première ligne s'agissant de la vérité des urnes, ouais. Avec un peu de recul, vous dites que c'était un combat perdu d'avance, on a perdu du temps. Non, nous n'avons pas perdu de temps, mais sauf que le contexte a évolué. Vous voyez, je suis en train de répéter ce que je venais de dire. C'est le temps en plus en avance, le contexte est resté le même. Hein. Tshisekedi est toujours président. Non, le contexte n'est pas le même. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de l'unité nationale. Ça s'est empiré. Hein. Laissez-moi terminer avec ma rhétorique de réflexion. Nous avons plus besoin de construire ce pays que de rester dans des polémiques. Ce qui est arrivé dans les différents cycles électoraux, nous ne pouvons pas rester là-dessus. Nous ne pouvons pas évoluer, rester sous la même chose pendant que le contexte change. Aujourd'hui, ce qui est essentiel pour notre pays, c'est la reconstruction de cette nation. Il faut bâtir ces pays. C'est pourquoi je dis, moi, je suis de la génération de bâtisseurs du pays. Ce sont des gens qui oublient un peu, qui se surpassent pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, la race des hommes politiques que nous sommes, c'est pour travailler dans le sens de l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Le contexte a évolué, certes, mais pas en mieux. Parce que quand vous vous battiez pour la vérité des urnes, on avait encore l'intégrité de notre pays. Maintenant que vous êtes au niveau de l'Union sacrée, le contexte a certes évolué, mais il y a une partie du pays qui est occupée. Qu'est-ce qui est mieux? La guerre à l'Est, ça fait 20 ans. Oui, mais l'occupation ouvertement comme ça... Laissez-moi arriver. C'est justement, toutes ces histoires arrivent parce que nous ne sommes pas unis. Quel est ce Congolais en termes de cohésion nationale qui va se lever pour aller occuper les territoires s'il n'y a pas de conflit? S'il y a unité nationale, comme je disais. C'est un pays voisin qui occupe notre territoire. Aujourd'hui, ça s'est démontré que notre pays a été infiltré au plus haut niveau de l'armée, vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis. Ça date à l'époque où Jean-Pierre Bemba, 1+4, ça remonte. Hein? Je ne veux pas condamner le pouvoir passé, je ne veux pas parler du pouvoir passé, mais il y a des responsables pour cette question. Il y a des responsables. Et je soutiens la marche du gouvernement, la position du président de la République et notre ligne actuelle avec cette nouvelle dynamique. Je pense que si le peuple est associé, nous allons gagner cette bataille. On va parler quand même de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et de l'apport de Jean-Pierre Bemba, qui est votre président national. Mais on reste d'abord dans le niveau des élections. 2023, vous y croyez? Oui. Parce que je ne sais pas dans quel pays où vous établissez des règles et vous-même vous êtes contre ces règles. Que dit la Constitution? Vous, c'est qui? Nous tous, quoi. Ou surtout des personnes qui sont en train de... Vos camarades d'hier qui sont restés dans l'opposition. Oui, ils sont restés dans l'opposition, ou je dirais carrément l'opposition qui est en train de caresser un rêve. Hein, un rêve au lieu de respecter la Constitution, au lieu de travailler, de mobiliser les bases, de se préparer pour aller aux élections. Ils sont en train de caresser ce qui a toujours existé dans ce pays. Moi, nous-mêmes, lorsque nous étions dans l'opposition, nous ne douterons pas des élections. Bien que ce soit des processus imparfaits, bien que ce soit tout ce qui se passait avec la CENI de l'époque ou quoi, mais nous, en termes d'élections, nous nous engagions toujours parce que c'est un devoir patriotique. C'est un combat politique que nous avons choisi. La démocratie, nous l'avons choisi comme mode d'accès au pouvoir. Nous ne pouvons pas déroger à ça. Quelles qu'en soient les conditions, nous sommes allés dans tous les cycles de processus électoral. Nous sommes allés dans toutes les élections prévues dans ce pays. Mais personne ne refute les élections au niveau de l'opposition, mais c'est peut-être
la manière dont est mené Quelle le est cette manière processus qui est non, avec le fichier électoral que certains estiment que c'est corrompu, vous en savez quelque chose quand même, bon, et écoutez, tout avec, voilà, manque d'inclusivité ou de transparence, disent certains. Est-ce que devons-nous aller aux élections comme ça, avec cette méfiance entre les différentes parties prenantes? Je ne suis pas de la CENI. Je suis un acteur politique. Je vous rappelle le contexte. Lorsque nous étions à Sun City, nous l'avons choisi parce que les politiciens, entre eux, ils n'avaient pas de confiance. Ils ont décidé de mettre une institution d'appui à la démocratie appelée CENI, qui devra organiser les élections pour nous tous. Parce qu'en réalité, les élections doivent être convoquées par le ministère de l'Intérieur. Mais comme il y a méfiance, on a choisi une institution indépendante. Nous l'avons fait le choix. Les politiciens ont fait ce choix. Arrivé sur terrain, tout ce qui se passe, nous, à l'époque, à l'opposition, on allait aux élections sans problème. Cette année, bon, il y a des voix qui se lèvent pour dire que, bon, voilà, les processus n'est pas transparent. En principe, il devait avoir votre soutien parce que vous venez de là. J'ai suivi la CENI. Je ne prends pas parti. J'ai suivi la CENI, balayer toutes les questions, mettre au clair toutes les revendications en termes de processus électoral. Simplement, ils ne sont pas prêts, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2018. Vous avez l'impression que l'actuel CENI et l'actuel processus est beaucoup plus transparent que les précédents? Non. Ou la précédente CENI? Je crois à un changement. Je crois à un changement. Je pense qu'au niveau de la CENI, nous avons suivi quand même, au regard de tout ce que nous voyons, du respect du calendrier, de tout ce qui se passe, tous les déploiements, il y a quand même une petite différence. Pas une grande, mais une petite différence. Nous espérons que les choses seront mieux que la fois passée. Mais en ce qui concerne l'inclusivité, je ne trouve pas qui est exclu des élections. J'ai vu personne être exclu. Personne n'est exclu, mais certains ne veulent pas participer. Ils refusent de cautionner quand même. Volonté. Allez, certains parlent déjà d'une sélection. Mais écoutez, c'est une volonté politique. Votre volonté à vous, vous allez l'imposer à 100 millions d'autres. Non. C'est votre volonté de participer ou pas. Le processus est ouvert à tout le monde si vous ne voulez pas participer. Bon, parce que vous ne participez pas, ce qui fait que le processus n'est pas crédible ou d'autres personnes qui vont participer sont moins crédibles que vous. Ah, c'est un rêve, ça. Ce qui est bien, c'est que vous avez eu à côtoyer ces différentes personnalités, différents personnages de l'opposition. Vous trouvez qu'ils sont carrément à côté, quoi? Pour la plupart. C'est pourquoi j'insiste sur le renouvellement de la classe politique. Il y a certains de nos aînés, sans pour autant les attaquer, sont responsables du niveau actuel de notre pays. Je le dis sans mâcher le mot. Ils sont responsables. Vous ne pouvez pas imaginer, après 60 ans, vous n'avez toujours pas de solutions sur des questions essentielles du pays. Parce qu'on est toujours dans ça. Guerre du pouvoir, guerre du leadership. C'est moi, c'est pas l'autre, ça doit être moi. En 5 ans de Tshisekedi, c'est pas mieux. Les 5 ans de Tshisekedi, c'est pas mieux non plus. Je dis, je suis de la nouvelle race d'hommes politiques. Je dis, je suis de la génération des bâtisseurs. Et les bâtisseurs, ce sont des personnes qui s'oublient, qui se surpassent pour l'intérêt de la nation. Construire pour les générations futures. Ce n'est pas le cas avec ceux qui vous avez laissés dans l'opposition. Vous trouvez qu'ils ne sont pas animés de cette bonne foi de participer? Non, je ne suis pas juge politique. Non, vous qui les avez côtoyés. J'assume mes convictions à moi, les convictions de notre parti. Je ne suis pas responsable de la position de qui que ce soit. Tout un chacun. Si c'est la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, mais on regarde maintenant, que vous avez, avec un peu de recul, ce regard de l'extérieur maintenant. Ce qui est essentiel. Vous dites, vous ne recommencerez pas. Je pense, ce qui est essentiel de mon point de vue, que tous les Congolais devaient se mettre ensemble, avoir une même vision. Vous êtes un idéaliste, vous rêvez trop, c'est ça. Donc je ne rêve pas. Chacun vous avez parlé des convictions, ses idéaux, se mettre ensemble, se tenir main dans la main, vous savez que ça n'arrivera pas. Oui, mais c'est un point de vue que j'aimais. Si ça n'arrivera pas, je suis d'accord. C'est de l'utopie, est-ce que vous en rendez compte? Non, ce n'est pas de l'utopie. Vous voyez comment la Chine a été construite. À votre exemple, c'est la Chine. Oui. Non, des bons exemples. Le Botswana.
D'autres pays dont les leaders politiques se sont décidés de se mettre ensemble pour atteindre d'abord l'objectif de développement, de construction de la nation. Parce qu'en réalité, ce qui nous divise, c'est quoi? C'est la manière de faire. Non, 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 non. La manière de faire, de procéder. Non, 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 non. C'est la manipulation et les intérêts égoïstes. Point à la ligne. C'est pas quelle manière de faire. Tous ces partis, la majeure partie. Nous sommes des libéraux, mais la majeure partie ici au Congo sont des socialistes. Ça veut dire qu'ils ont la même idéologie, la même vision, la même façon de faire. Pourquoi ils se mettent ensemble? Pourquoi ils se mettent ensemble pour construire le pays? Ça veut dire qu'il y a une manipulation à côté et puis les intérêts égoïstes. J'ajouterais qu'il faut nécessairement une alternance générationnelle pour construire ce pays. Et vous pensez incarner pour les 5 prochaines années, en tout cas à partir de 2024, cette alternance générationnelle? Ben, pour ceux qui veulent nous suivre dans ce combat politique, beaucoup de jeunes d'ailleurs, beaucoup de jeunes compétents, beaucoup de jeunes épris de sens de patriotisme, ils hésitent pour faire la politique. On les a vus nombreux quand même lors de vos... On le voit d'ailleurs lors de vos différentes descentes, mais on a du mal à croire s'ils vous suivent parce qu'ils adhèrent à une vision, à une idéologie, ou juste c'est l'effet de mouvement, il faut aller voir telle politique, ou encore parce qu'à la fin il y aura un 2000, un 3000 francs. Oui, je ne pense pas. Vous savez, un leader politique, même en construction, c'est des personnes de conviction. C'est des personnes, lorsqu'ils parlent, ils captivent et ils guident la foule. Et les gens, que personne ne vous trompe, vous avez 10 000 personnes, 20 000 personnes qui vous suivent dans une activité, vous avez l'argent de payer tous ces gens-là. Vous travaillez où on vous paye combien? Même avec mes fonctions de directeur de cabinet, vous êtes sûr que je peux être en mesure de donner à tous ces gens-là 5 000 francs? Ah non. C'est le travail sur le terrain. Ce travail sur le terrain prend du temps. Mais comme il y a la conviction également dedans, et il y a le leadership, ce leadership fait que beaucoup de nos compatriotes adhèrent à la vision politique. Et nous avançons ensemble, et surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse, ils sont de plus en plus. On est à plus de 23 000 candidats, beaucoup de jeunes. Ouais. À votre avis... c'est la démocratie. C'est d'ailleurs la beauté de la démocratie. Ce ne sont pas les immunités qui attirent et les émoluments? Bon. C'est facile, hein, pour, contre, écoutez, comme on aime le dire, c'est un peu caricatural. Ouais. Mais après, à la fin, tu es payé 21 000, 7 000, 15 000, bon, on ne sait plus trop. Ben, je ne sais pas. Si nous allons faire la politique pour devenir des riches, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous voulez avoir de l'argent, avoir le moyen, il faut aller faire les affaires. Il faut être banquier, il faut être opérateur économique, vous aurez des moyens. Mais vous ne faites pas ça. Laissez-moi terminer. Pourquoi eux doivent faire ça alors que vous ne faites pas ça? Vous êtes dans un cabinet politique, attendez, vous êtes candidat. Attendez, en politique, c'est pour des personnes qui ont de la conviction, qui savent se sacrifier. C'est un apostolat. Allez vérifier. On nous paye à la banque. Vérifiez, un directeur de cabinet touche combien? Allez-y. Ben, vous pouvez nous le dire aussi, hein, parce que c'est vous qui touchez votre... Non, je ne peux pas vous le dire. Allez-y, si, au nom de la transparence. En tant que journaliste... On connaît ce que touche un enseignant, on le crie en longueur des journées. Pourquoi ça doit vous gêner de donner votre... Vous pouvez aller vérifier en tant que chercheur. Vous allez voir le salaire d'un directeur de cabinet. Ça vous gêne de donner votre... Nous sommes dans le média. Mais on donne le salaire d'un enseignant, des magistrats, des avocats. En tant que chercheur, journaliste de l'investigation, je connais votre expertise. Vous pouvez trouver ces chiffres. Ce n'est pas quelque chose de grave. Mais si nous avons accepté de travailler, c'est pour l'intérêt de notre pays. Et vous pensez, les 23 000, il n'y en aura que 500 qui vont siéger. 23 000. Oui, c'est ça la beauté de la démocratie, quoi. C'est ça la beauté de la démocratie. Notre pays a beaucoup de particularités. On a combien de dialectes, combien d'ethnies ici. La taille, la position géostratégique, tout ça, ça compte. Et la Constitution fait que la liberté en termes de candidature prend l'ensemble du pays, dans toutes les couches. Il faut qu'il y ait une représentativité au niveau national. C'est normal.
avec 900 partis politiques, etc. Donc c'est normal qu'on ait 23. Moi, je pense que c'est la beauté de la démocratie et une démocratie particulière à la République démocratique du Congo. Particulière c'est notre contexte. Ça n'a rien à voir. Nous n'avons même pas honte de ça. Vous assumez oui, ce contexte c'est la particularité congolais, de notre pays. La particularité de la RDC, on parle des législatives, on parlera forcément de l'élection présidentielle. Vous avez dit qu'il faut attendre, le MLC va se prononcer, mais vous devez bien justifier quand même le bilan de Tshisekedi. Comment vous le trouvez? Ben oui. C'est vrai, il est bien, mais donnez-moi les éléments. Pour vous, je sais que le bilan il est positif. Laissez-moi vous donner une précision. L'Union sacrée a été créée dans un contexte où on doit se mettre ensemble pour travailler. Et chacun est responsable de son secteur. Non, ne commencez pas. Laissez-moi terminer. Responsable de son secteur. Le président de la République a fait les choix des animateurs. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre de l'Économie, ministre de X, Y, Z. Chacun a pris des engagements, a souscrit à des engagements coulés dans un document qui s'appelle Programme d'action du gouvernement. Moi, je parle de mon secteur. Nous avons atteint 98% des assignations, de ce qui nous a été demandé pour faire. Vous allez encore me demander d'aller faire des recherches. Si je vous demande de m'expliquer en quelques mots les 92% des assignations. Laissez-moi terminer. Donc, nous avons des assignations. Celui de l'économie a ses assignations, celui des mines, etc. En ce qui concerne notre secteur, je suis à 98% des résultats. Vous comprenez? Rappelez-nous ces résultats rapidement. D'abord, il fallait remettre les pays. Ce qui est fait. C'est général. C'est pas général. C'est pas général. La particularité, donnez-nous des particularités. Les portes de mon bureau sont ouvertes. Vous pouvez venir prendre la documentation. Il fallait remettre les pays à la place. C'est fait. Il fallait incrémenter les recettes de l'État en termes fiscaux parce que nous sommes un ministère d'assiette. C'est fait. Il fallait faire des réformes, essentiellement faire confirmer le pays. Ça a été fait. Tout ce qui nous a été demandé, nous l'avons fait. 98% se prouvait. Le Premier ministre, lorsqu'il a présenté le bilan global du gouvernement, vous avez vu les indicateurs. Je parle de mon secteur et des autres secteurs, je ne suis pas responsable. Vous voyez? C'est ça. Lorsqu'on gouverne aujourd'hui, les bourgmestres n'ont pas de responsabilités, les ministres de l'Intérieur n'ont pas de responsabilités. Toutes les responsabilités, c'est au niveau chef de l'État. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens. C'est faux. C'est lui qui, vous venez de dire tout à l'heure, c'est lui qui nomme des animateurs. Quand ça ne marche pas, il a le devoir de les révoquer. Le président de la République a une vision qu'il donne au gouvernement et le gouvernement le met en pratique. C'est ça la réalité des choses. Et chacun a souscrit à des responsabilités pour aider le pays, pas seulement le président de la République. Le travail de l'État, c'est pour le pays, c'est pour la nation. Donc on doit se comprendre. C'est pour la nation. Et même le langage que nous devons utiliser, c'est plus le langage de l'intérêt de notre pays. Ce qui s'est fait à l'économie pour l'intérêt de notre pays, ce qui s'est fait à la défense, à l'environnement, aux mines, c'est pour le pays. Ce n'est pas essentiellement pour le chef de l'État. Mais quand on estime que ce qui est fait dans les différents secteurs n'est pas bien fait, on a le droit de le dire. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec. L'échec permet à ce que vous voyez des erreurs et vous corrigez. Mais en ce qui concerne le contexte de notre pays, je suis en train d'insister, nous devons avoir des bâtisseurs, de personnes qui sont engagées, épris du sens de développement, épris du sens de patriotisme, travailler avec la volonté pour que les choses avancent. À force de revenir sur le terme bâtisseur, certains risquent de penser que vous parlez carrément des bâtisseurs du service national. Et puis ça rime bien, ouais. Bâtisseurs au service de la nation. On va très bientôt commencer à chuter dans cette émission. Si ça marche plutôt bien pour vous, au niveau de l'environnement, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas au niveau de la vice-primature en charge de la défense, avec Jean-Pierre Bemba, qui à son arrivée avait suscité de l'espoir? Mais ce n'est pas perdu. On se disait une fois là, 2 semaines c'est beaucoup. On va récupérer Bunagana, mais les mois avancent. Les espoirs ne sont pas perdus. Jean-Pierre Bemba a perdu les espoirs ne sont pas perdus. De son esprit militaire. Non, non.
Les espoirs ne sont pas perdus. Moi, j'ai la ferme conviction que nous allons gagner cette guerre. Et vous savez, cette guerre imposée par le Rwanda avec ses supplétifs de M23 est venue de très loin. Il y a un cocktail compliqué là-dedans qui fait qu'il y a beaucoup de complices, il y a beaucoup de tireurs de ficelles. Il faut un travail à fond. Et Jean-Pierre Bemba a accepté de donner son expertise pour travailler à fond et de créer et de trouver la solution. La solution, elle sera militaire ou diplomatique? Les deux. Les deux. Ça marche ensemble. Mais diplomatique, on voit que ça ne marche pas. Le M23 M23 est là, il veut pas bouger d'un iota, il veut un dialogue direct avec le gouvernement. Je soutiens la position du président de la République, il n'y aura pas de dialogue. Je soutiens cette position. Et nous allons continuer à ce qui s'est fait. Le travail qui s'est fait sur le terrain va continuer. Et je vous assure que nous allons gagner cette guerre. Ben, vous avez dit c'est les deux. Militaire, on voit l'armée en train de se restructurer, de s'organiser. Les militaires. Est-ce que vous savez que la position dont le pouvoir passé a mis l'armée, cette armée ne pouvait jamais gagner une guerre? C'est un élément important que beaucoup ne saisissent pas. La manière dont notre armée a été organisée par le pouvoir passé, sans pour autant les attaquer, ne pouvait jamais permettre à cette armée Mais au moins, de gagner. pendant le pouvoir passé, on n'a pas vu Bunagana être occupé pendant autant de mois. Et d'ailleurs, on n'a pas occupé Bunagana il y a un certain moment, oui, une année. Mais ça, pour cette armée-là qui n'était pas organisée, on ne vit pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un peu paradoxal. Je crois que vous voulez me pousser à vous parler de la politique profonde. Bah oui, parlez-nous. Oui, les gens veulent vivre. Vous savez qu'il y a des tireurs de ficelles. Vous savez qu'il y a beaucoup de traîtres. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'accointances avec les personnes ici dans la capitale, des hauts responsables, et les pays qui voulaient agresser notre pays, qui agressaient notre pays. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de complices. La preuve, il y a des procès, non? Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Les complicités, on en parle depuis. Laissez-moi terminer. Je vous en prie. Il y a des procès aujourd'hui. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Des procès politisés, quand même. Pour certains le disent, parce que les preuves, bah oui, vous parlez de ces procès, certains risquent de remettre cela en cause en disant que ce sont des procès politisés. Je ne suis pas magistrat, je crois à la justice de notre pays, point. Le président lui-même ne croit pas en la justice. Moi, je crois aux institutions de la République, parce que c'est la règle. C'est la règle, je crois à ça. Et dans cette politique profonde, il y a eu beaucoup d'éléments qu'il fallait, avant d'arriver à un résultat, régler. Je pense que c'est le processus qui est en cours, en train de régler toutes ces questions. Il y a eu des complices, vous parlez des complices. Il y en a eu et il y en a jusqu'aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui. Répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, que le président de la République, avec la manière dont il s'est encoquiné, où il a travaillé, passez-moi l'expression, avec le Rwanda, serait aussi la cause, il serait lui-même complice. Bon, écoutez, d'abord, je ne suis pas porte-parole du président. Cette question est essentiellement au porte-parole du président. Mais dès mon analyse, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, je pense que l'approche du président de la République était la meilleure. Un peu naïf, teintée de bonne foi pour des gens qui veulent vous piller. Pas teintée de bonne foi, c'était une approche meilleure pour faire avancer l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi est avancé et démasqué. Il est démasqué. Mais en attendant, il y a des milliers de morts. Dans la partie des milliers des déplacés, on connaît peut-être l'ennemi, mais on ne sait toujours pas voir le bout du tunnel. Nous déplorons tout ça. C'est pourquoi nous insistons sur la cohésion nationale. Parce que si nous avons au moins le même langage sur ce problème, sur cette question, nous allons trouver la réponse. Parce qu'il y a beaucoup de tireurs de ficelle, beaucoup de complices au niveau régional, sous-régional, régional, international, pour cette question. Et aujourd'hui, si nous tous, les Congolais, nous parlons un seul langage pour ce problème, nous trouverons certainement une solution. Vous parlez du fait qu'on doit se mettre ensemble pour parler des questions essentielles liées à l'intégrité du pays, au développement de notre pays. Mais qui pour donner l'impulsion? Il faut des animateurs. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un choix politique. L'union sacrée. Si aujourd'hui, je regarde la volonté du président de la République, je pense que ce n'est pas un péché de l'accompagner dans son combat de développement. Et pourquoi il ne peut pas lui-même donner cette impulsion, mettre les Congolais ensemble autour des questions justement essentielles? Il a fait un appel
aux Congolais. Mais on a vu que ça ne marchait pas. Non, nous avons souscrit. Ça marche toujours. Laissez-moi terminer. Il a fait un appel de mettre les Congolais ensemble. Nous sommes arrivés pour répondre à cet appel. Celui qui ne voulait pas arriver, il est libre. Mais nous sommes sur base de sa vision, nous avons dit, ça au moins nous pouvons accompagner pour atteindre un objectif qui est le développement du pays. Dans le concret, ça ne marche pas. Non, vous êtes d'accord avec moi sur le plan sécuritaire, par exemple? Non, on tourne le problème sécuritaire, on fait du surplace. Non, moi je dirais plutôt qu'il y a des avancées. On n'a pas encore atteint l'objectif, mais il y a des avancées. Si aujourd'hui, au niveau international, c'est dit et reconnu que le pays est agressé par le Rwanda, c'est grâce à ce pouvoir. Qui osait le dire? Qui osait le dire? Si aujourd'hui la restructuration de l'armée est devenue une urgence, une priorité parce qu'on a compris qu'il y avait des failles, c'est par ce pouvoir. Ce qui ne se faisait pas. Si aujourd'hui la détermination du président de la République de l'appel à la jeunesse de venir renforcer les rangs des forces armées, de telle sorte que cette armée reprenne sa pousse de feu pour faire face à toute agression, c'est le pouvoir en place, c'est un souci. Mais la maladie date de 18 ans, date de 20 ans. Ouais. Date de 18 ans, de 20 ans, et on ne peut que regretter ce qui s'est passé à Goma. 43 civils, plus de 43 civils, tués par cette armée qui est censée protéger ces civils. On se dit qu'on a un bon bout de chemin. On n'incrimine pas l'armée dans son ensemble. Ou quelques éléments? Oui, aujourd'hui j'ai suivi la commission qui est à Goma et que les hauts responsables de l'armée sont déférés devant la justice. Les responsabilités doivent être établies. C'est malheureux ce qui est arrivé. Nous ne pouvons pas cautionner ça et que la justice doit faire son travail. Les auteurs, les commanditaires doivent être punis. Punis, et peut-être c'est le moment de lever carrément l'état de siège qui a montré également ses limites. Voilà. Les résultats, j'ai suivi le conclave avec attention soutenue. Il y a eu des avis partagés, notamment ceux qui étaient pour cet état de siège soit levé. Il y a d'autres qui sont restés, qui ont soutenu le point de vue que cet état de siège devait demeurer pour aller à l'avant. En tant que politique, je pense que l'option qui a été levée par le conclave, c'était cette option que nous devons suivre jusqu'à atteindre l'objectif. Encore qu'on ne sait pas l'option qui a été levée, si c'est la décision, ce qui est sur la décision revient au chef de l'État. Bien sûr. Mais vous avez suivi au regard de ce que nous avons suivi, au regard des missions assignées à l'état des sièges, vous pensez qu'il faille continuer ou lever? Je ne dirais pas d'emblée continuer ou arrêter. Parce que les problèmes sécuritaires, c'est complexe, c'est évolutif. Et puis c'est très complexe. Il n'y a pas de mathématiques à dire X n'a pas marché, c'est Y. Non. C'est évolutif. Moi, je pense, comme je le répète, les conclusions du conclave étaient nécessaires. Attendons la position du président de la République. Attendons la position du président de la République pour en ce qui concerne l'état de siège, mais on va attendre les prochaines occasions pour vous recevoir. Bien sûr, je suis toujours disposé pour venir échanger avec vous, surtout pour notre peuple et notre population. Et encore plus, on avance, on signale aux uns et aux autres que ce n'est pas encore la période de la campagne, mais déjà, d'ici peu, on va lancer un tout nouveau concept, une toute nouvelle question, une toute nouvelle émission pour essayer de vous mettre déjà dans le bain de cette campagne qui avance, ou des élections qui avancent à grands pas ici en République démocratique du Congo, et peut-être qu'on aura encore le plaisir de vous recevoir à cette occasion. Je serai toujours disposé. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, chers téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous en attendant. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de BioOne Télévision. Et moi, je vous dis à très très bientôt avec un nouvel invité pour parler des nouveaux sujets, sinon les mêmes, hein, mais avec d'autres réflexions. On se dit au revoir et à très très bientôt. Merci.